Il y en a qui me suivent, ils en ont rien à faire du foot, juste parce que je suis belle, en sachant qu'elles ont fait de la garde à vue, ce qui est assez grave, parce qu'effectivement, il y a eu un litige qui a été physique et moral aussi. Aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, présente-toi, comment tu t'appelles, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut à tous, du coup, je m'appelle Chiengang Mireille, j'ai 22 ans et je suis footballeuse professionnelle. Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je pense pas que j'avais déjà la passion du foot. Je pense qu'elle s'est créée lorsque je suis rentrée dans un club de garçons. T'es rentrée dans un club de garçons, il n'y a pas de club féminin? Ah non, dans la ville où j'étais, à Houille, du coup, non, il n'y avait pas de club féminin. Ouais. J'avais peut-être 10 ans, 10 ans, 11 ans, ouais. T'as remarqué que t'avais un talent pour le foot? Je pense que le talent aussi s'est créé. Après, il y en a, ils viennent et ils ont un peu plus d'avance, comme on dit. Mais non, moi, je pense que c'est ma formation qui m'a permis vraiment d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. En parlant de formation, du coup, tes talents de footballeuse, ils t'ont ramené dans le centre de formation pour moi en France, le PSG. Ouais. Et ça s'est bien passé, ça va, t'as aimé? Oui, ça s'est très bien passé en soi. Ça n'a pas du tout été facile parce que tu rentres dans un centre de formation, on te prépare pas à ça. Tu sais pas que tu vas plus voir ta famille tous les jours, donc c'est 7 jours sur 7 quasiment, tu es au centre, tu as entraînement tous les jours. Donc à 13 ans, c'est quand même assez jeune et tout de suite, on te demande une exigence assez haut. Mais quand tu as une vision, quand tu as une passion et quand tu aimes quelque chose, tu le fais sans même te poser de questions. Et est-ce que tu te rappelles de comment t'as été repérée? Bien sûr, du coup, vu que j'étais la seule fille dans l'équipe de garçons où je jouais, forcément, quand il y avait une fille, tout de suite, on se disait, ah, mais c'est qui, mais pourquoi elle joue avec les garçons? Mais elle est forte, etc. Et donc, on avait fait un match contre le PSG féminin. Et de là, le coach, il était venu à la fin pour voir, du coup, le coach des garçons en lui disant que fallait que j'aille faire des tests, parce qu'à un moment donné, à partir de 13 ans, je ne pouvais plus, 13 ou 14 ans, je ne pouvais plus jouer avec les garçons. Et qu'il fallait que je fasse des tests avec eux parce qu'ils sont intéressés. Donc ça s'est passé comme ça. Du coup, je pense que c'est à partir des U19 féminines que tu as commencé à avoir un peu de lumière sur toi et à commencer à avoir un peu de la médiatisation, commencer à entendre parler d'une petite joueuse camerounaise au PSG. Ouais. Et toi, tu l'as vécu comment? Parce que tu as été exposée quand même très jeune. C'est vrai. Je pense qu'au début, forcément, tu n'es pas préparé. Toutes ces choses-là, en fait, on s'en rend pas compte, mais il faut être préparé. Comme là, pour venir, j'ai été préparée. Mais forcément, tu te dis, mais ok, moi j'ai 13 ans, 14 ans, laissez-moi jouer, être tranquille. Mais finalement, je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent pas et quand tu ressens les choses et je pense que si, depuis petite, j'ai été médiatisée directement, c'est que j'ai une étoile et que c'était déjà le commencement de quelque chose. Moi, tu vois, par exemple, je suis pas trop fan, on va dire, peut-être de la surexposition ou de la surutilisation des gens dans les milieux du football. Toi, est-ce que tu as un avis, par exemple, par rapport à ça? En fait, la médiatisation, c'est quelque chose qui peut t'apporter autant de choses, mais c'est en même temps quelque chose qui peut te détruire parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la surconsommation des réseaux sociaux ou même d'Internet. Et en fait, il faut juste l'utiliser en bonne et due forme parce que, par exemple, les journalistes qui veulent faire un article sur moi ou quoi, même si c'est un article qui critique, autant pour moi, ça doit toujours rester dans un truc quand même assez safe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à son image, à ce qu'on dégage sur les réseaux sociaux, parce qu'après, ça peut être servi pour autre chose. Après, en plus, c'est vrai que les footballeurs et footballeuses, votre exposition et votre communication, on va dire, elle est tellement contrôlée. Je trouve que c'est plus dur pour moi d'avoir, par exemple, une interview des footballeurs, footballeuses, Ouais. que par exemple un boxeur ou une boxeuse. Tout simplement parce que je rebondis sur ça, c'est que comme Kylian Mbappé l'a dit, quand on parle pas, les gens vont toujours parler à notre place. Et donc, vaut mieux ne pas trop parler et au moment donné, parler quand c'est nécessaire. Et c'est pour ça que plus c'est encadré, mieux c'est. Ouais. Tu sais, il y a plein d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit joueur ou joueuse, tout le monde est unanime sur un fait. Le PSG, c'est trop dur. Que ce soit avec le centre de formation comme les gens qui sont titulaires, etc. Le PSG, le niveau d'intensité, il est quand même très élevé. Ouais. Et toi, est-ce que t'estimes avoir quand même réussi à te plier aux exigences du club? Je pense parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis, franchement, je pense que comme on dit, c'est un centre de formation. J'ai été complètement formée là-bas. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce passage-là.
Mais ça n'a pas toujours été facile. Encore une fois, 14 ans, 15 ans, en fait, tu n'es pas du tout préparé parce qu'avant de rentrer dans un centre de formation, on te dit juste, oui, bon, il y a juste 2-3 choses qui changent. Mais non, en fait, il y a énormément de choses qui changent. Tu as un entraînement tous les jours, 14 ans, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, on te demande d'être encore meilleur par rapport à l'entraînement que tu as fait avant. Donc, en fait, tu es tout le temps dans l'exigence. Et c'est très, très dur quand tu es jeune, en fait. Après, tu as réussi à la gérer. Ta famille, elle était là derrière toi? Ah oui, totalement. Je pense que ça n'a pas été facile. Au début, honnêtement, c'était dur pour moi. Il y a des personnes qui étaient plus préparées que moi. Moi, je pense pas complètement préparée à 100%. Donc, il y a plusieurs fois, je trouvais ça très, très dur. Il y a plusieurs fois, je me disais, oula, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ouais, mais complètement, je passais par là. Mais finalement, avec les années que j'ai fait là-bas, j'ai pris en expérience, j'ai pris en capacité. Et donc, voilà, après, j'ai vraiment vu que non, ok, je suis une passionnée et je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Et donc, du coup, juste après le PSG, c'est quand tu as été appelée en sélection camerounaise? Ma toute première sélection, c'était en 2020, donc à l'âge de mes 17 ans. Franchement, c'était un truc de fou, malade. Parce que moi, j'ai pas grandi au Cameroun. Je suis née là-bas et très, très fière d'ailleurs. Ouais, je suis née là-bas. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas d'ailleurs. Mais je partais souvent en grandes vacances lorsque j'étais petite. C'était de quelle région? Parce que moi, je connais que Yaoundé, Douala. Ouais, je suis de Douala. Okay, j'ai grandi au Grand Moulin d'ailleurs. Et moi, je regardais déjà les Camerounaises, l'équipe du Cameroun, petite. Je me disais, waouh, un jour, j'y serai. Et le jour est arrivé, j'étais très, très contente. Tu sais qu'il y a quand même des clichés qui tournent autour du football africain, autour de nos organisations, etc. Est-ce que toi, tu avais quand même certaines appréhensions? T'appréhendais, on va dire, cette sélection-là en te disant que peut-être c'était peut-être pas bien, peut-être que... C'était, je pense, de l'appréhension safe. En tout cas, pour la première fois que je suis partie au Cameroun, c'était de l'appréhension safe. Est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que forcément, j'avais pas encore mis un pied dans la tanière? Et après, quand on t'est appelé 2 fois, 3 fois, c'est plus la même appréhension, même si ça reste toujours de l'appréhension. C'est plus de l'appréhension du style, est-ce que je vais être autant bien lors de la dernière sélection? Est-ce que je vais être bien préparée? Tu te mets un peu ce challenge, il faut que je fasse mieux que la dernière fois où j'ai été appelée. Donc, c'est plus de l'appréhension safe. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui parlent par rapport à nos sélections africaines. Il faut être habitué, le continent, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Abidjan, que ce soit partout. Les Africains, ils ont vraiment cette culture de faut mouiller le maillot, cette culture, ils sont à fond dans le foot. Donc forcément, ils attendent un certain niveau. Donc non, je pense que c'est que du bon, que du plus, et ça te met à chaque fois un challenge pour ne pas décevoir. Donc ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Les gens, ils ont des avis pas totalement vrais. Ça se passe très bien. On est très bien logés, très bien nourris, très bien accueillis. En plus, tu étais super jeune. Ouais, j'ai été très bien accueillie et je parle encore une fois de la toute première fois, que ce soit par les capitaines, donc Ajara et Ongene et tout le monde. Et je me sens très très bien. Ouais. Ouais. À un moment, tu as parlé du fait que c'est pas facile, justement, par rapport au fait que toi, tu venais de France. Tu l'as vécu comment, la transition France-Cameroun? Lorsque je vais en sélection, je sais maintenant que c'est pas la même chose. Le niveau d'exigence, les gens peut-être ils ne savent pas, et encore 2 fois plus parce que quand tu pars en sélection, tu as une semaine, donc tu as 2 matchs. Une semaine, c'est court. Tu connais pas les coéquipières, en fait, vous avez pas le temps. Voilà, c'est ça. Et puis même dans les sélections, à chaque fois, on ne s'entraîne pas ensemble. Donc en fait, c'est une semaine top chrono, ça va très très vite, et tu dois tout de suite être dans le bain. Il n'y a pas le temps de oh, j'ai raté. Non, là, si tu viens en sélection, c'est que tu es confirmé. Et voilà, j'apprends tous les jours, j'essaie d'être au niveau que je peux. Et si j'ai été appelée plusieurs fois, c'est que Tu mérites. Et est-ce que tu as remarqué une certaine différence dans la perception du football féminin entre le Cameroun et l'Afrique? Au Cameroun, comme j'ai dit, ça vit le foot. Ça vit le foot. Je peux pas dire la différence de perception parce que je joue en France et pas au Cameroun. Donc, je peux juste me figer sur
quand je vais en sélection. Mais non, le stade, il est toujours rempli. Et je peux juste parler par rapport à ça. Il y a comment dire, il y a une valorisation complète pour le football là-bas. Et honnêtement, tu peux pas vivre sans France. Même quand il y a l'équipe de France qui joue, le stade, il est pas rempli. Même des gros matchs, que ce soit, je sais pas, en Même France. la meilleure équipe justement de France. Exactement, Du monde, je crois que exactement. c'est l'Olympique Lyonnais. On ne voit pas forcément tout le temps les stades remplis. Exactement. Et j'ai été franchement super choquée par l'enthousiasme du public. Le public, il est incroyable. Le stade, il est vraiment rempli. Je n'entends même pas quand on me dit ça vient ou quand je m'entraîne, en fait. Je n'entends pas tellement il y a du bruit. Est-ce que toi, tu trouves qu'on peut dire qu'on aime le football, qu'on a vraiment une passion pour le football si on ne considère pas le football féminin? On peut. Ouais, mais en fait, je pense que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, après, une personne, si il a la passion du football masculin, il a forcément la passion du football entier, que ce soit féminin ou masculin. Après, oui, il s'y connaîtra peut-être moins par rapport au football féminin, mais c'est un passionné, donc il peut autant regarder un match de football féminin que masculin, parce que la passion, ça reste une passion et on ne doit pas faire de distinction sur football féminin ou masculin quand on aime le foot, en tout cas à le regarder. On parle beaucoup, par exemple, de la concurrence. Tu vois, dans le football masculin, elle est très présente, mais on n'en parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup de la concurrence dans le football féminin, justement. Est-ce que toi, tu penses que la concurrence est présente, qu'il y a vraiment un grand esprit de compétition, un très grand esprit de concurrence, et qui peut même être des fois plus dangereux que dans le football masculin? Je saurais pas dire. Moi, je pense jusqu'ici toujours ressenti de la concurrence safe. Il y a de la concurrence partout, que tu fasses du tennis et que c'est un sport individuel, mais quand tu arrives sur le match, il y a de la concurrence. Donc un athlète, il est préparé à cette concurrence. Après, la concurrence pas safe, tu la sais pas. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas te dire à l'entraînement du mal comme ça devant toi. Donc je pense qu'il y a de la concurrence safe, mais en même temps pas safe pour dire la vérité. J'aborde du coup ce sujet-là parce que du coup récemment on a vu qu'il s'était passé quelque chose avec toi, quelque chose de très 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 mauvais. T'as été donc du coup agressé par des personnes de ton équipe il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé si ça te dérange pas et qu'est-ce qui s'est poursuivi du coup après cette histoire-là? Alors ça s'est passé dans mon ancien club donc dont je tairai le nom. J'étais tout simplement en colocation en attendant de trouver mon appartement. C'était des problèmes d'hygiène. C'était rien à voir avec le foot. Parce que, encore une fois, moi, je n'ai jamais vécu, en tout cas devant moi, de la concurrence pas safe. Donc, c'était des problèmes d'hygiène. Donc, moi, je parlais pas. Voilà, je suis quelqu'un d'assez cool, d'assez libre. Et je n'ai pas de problème avec les différences. Voilà, c'est des personnes peut-être qui ont pas le physique et le style que j'aime, mais je respecte. Et c'était tout simplement des problèmes d'hygiène, sans rentrer dans les détails. Et quand j'ai fait comprendre que ça me dérangeait, c'est là que j'ai compris que ouais, c'était plus profond, en sachant que elles ont fait de la garde à vue, ce qui est assez grave, parce qu'effectivement il y a eu un litige qui a été physique et moral aussi. Et voilà, aujourd'hui ça va. Est-ce que du coup tu avais ressenti que il y avait une très grande baisse de morale après cet événement-là? Totalement. Je pensais pas que ça allait autant m'atteindre. Mais j'ai été prescrit à des antidépresseurs contre l'anxiété, etc. Alors que je suis pas du tout une fille qui stresse dans la vie, qui est anxieuse. Et ça veut dire que waouh, je me suis rendu compte que ça n'a pas été que physique et que ça a été hyper mental et moral. En fait, ça m'a touchée même plus moralement que physiquement, même s'il y a eu des séquelles physiques. Mais voilà, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aujourd'hui, limite, je leur dirais merci parce que je vais encore devenir mieux et que ça plaise ou non, je vais continuer d'être la Mireille que je suis. Et voilà. Comme je t'ai dit, on parle beaucoup de la concurrence dans le monde masculin, mais pas dans le monde féminin. Ça, c'est quelque chose pour moi, tu sais, que jamais je me serais imaginé quelque chose comme ça. On a pu voir peut-être l'histoire qu'il y a eu au PSG avec les joueuses, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus commun qu'on ne le pense, en fait. C'est des choses qui restent très, très fermées parce que, en fait, il y a beaucoup l'image du club. C'est même pour ça aussi que j'ai décidé de mettre ça sur les réseaux parce que c'est inacceptable. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça en off.
Donc aujourd'hui, je sais pas, peut-être dans d'autres clubs, mais je pense en tout cas qu'il se passe des choses comme ça aussi. Ouais. Et c'est assez dommage parce que ça reste quelque chose, ça reste une passion avant la concurrence, ça reste quelque chose, un amusement finalement, ça doit être du plaisir et pas, on ne doit pas rentrer dans ce genre de choses-là, mais c'est la réalité. Les petits qui ont le petit rêve projet Mbappé, je pense Ouais. que ils se disent pas que justement derrière il y a cette face cachée là du football et c'est comme ça. Ouais, c'est dommage, c'est très grave. À 13-14 ans, je me disais, parce que ça se passait très bien. Moi, j'étais à l'internat, en centre de formation avec mes coéquipières, mais je pouvais vivre ma vie comme ça jusqu'à la fin de mes jours, parce que c'était de l'amusement tous les jours. Aux entraînements, on faisait que rigoler, même que ce soit en off. Non, franchement, c'était très safe et donc je pouvais pas me penser que c'était comme ça. Les pensées que tu avais par rapport au football auparavant, qu'est-ce qui a été faux, qu'est-ce qui a été vrai et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles justement pour faire de la prévention? De rester elle-même. Parce que de toute façon, dans la vie, quoi que tu fasses, tu ne peux pas plaire à tout le monde. De rester elle-même, de vivre leur passion à fond et même leur vie à fond. Mais en tout cas, de se préparer mentalement parce que, en fait, c'est un peu la jungle. Parce que c'est pas que du foot. C'est pas que du foot, c'est pas que les entraînements. Parce qu'il y a des choses que à 13 ans, tu penses pas qu'il va t'arriver. Par exemple, un coach qui te drague, ça, tu peux pas être prêt à 13 ans, 14 ans. Ouais, je vais jouer au foot, j'aurai un coach. Et le coach, il va m'apprendre à jouer au foot. Alors qu'il se passe des choses comme ça et ça, t'es pas forcément préparé. Donc, pour ce genre de choses, il faut être préparé parce que c'est plus que le foot. Je me dis que dans le football féminin, il doit se passer du coup des choses comme ça et on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de répercussions qui sont faites. Il peut y avoir même des révélations qui vont être faites par des journalistes. On dirait que bon, il n'y a pas de grandes conséquences pour ces personnes-là. Donc est-ce que toi, tu as pu au moins être témoin de clubs qui ont quand même su faire mettre des sanctions quand même par rapport à ces choses-là? Après, je sais que par exemple, dans la sélection de l'Espagne, le coach, il avait un comportement assez poussé envers ses joueuses, qui a été viré, donc c'est quelque chose de bien. Est-ce que tu penses que si ça n'avait pas été exposé, il aurait été viré? Ah, tu vois, ça, je pense pas. Quoique, je sais pas, mais voilà, aujourd'hui, la médiatisation sert à ce genre de choses. Et qui dit médiatisation dit quand il se passe quelque chose, il y a la pression derrière et t'as pas le choix un peu en tout cas, la personne qui est plus haut dans le club de faire une sanction. On a parlé du coup du football masculin, des problématiques autour du football féminin. Et moi, j'aimerais qu'on parle aussi un peu plus de ce qui relie les deux, qui pour moi sont les infrastructures. Moi, j'ai vu que dans le football féminin, vous dépendez beaucoup justement des infrastructures des hommes. Et est-ce que toi, tu trouves que ça impacte vos performances du coup? Ah, cette dépendance, en tout cas, elle est réelle. Elle est totalement réelle. Si tu as un club 100% féminin, c'est plus compliqué que si tu es dans un club qui a une équipe de foot, ce qui est assez fou. Donc, c'est vraiment le mot correct, la dépendance par rapport aux équipes masculines. Finalement, ça nous arrange. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une salle de sport, etc., qui est mise en place, les coachs, etc., ils vont faire le programme par rapport à tout ce qu'il y a. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas une équipe masculine, ça devient encore 2 fois plus dur que déjà que ça l'est déjà. Donc voilà, on profite de ça et c'est pas une mauvaise chose, mais ça devrait pas être ça. Pourquoi lorsque tu étais petite, tu as été dans un club justement de garçons et comment ça se fait que, enfin moi je savais même pas qu'il y avait des clubs où il n'y avait pas des clubs de filles en fait, des équipes féminines. Déjà le foot aujourd'hui, même s'il reste encore là, il a quand même grow up en fait. Moi, il y avait pas d'équipe féminine en fait. Moi je jouais. En fait, c'est comme si je partais au centre en fait. Moi quand je partais jouer avec les garçons, c'est comme si je partais au centre. Je voyais pas de filles, mais je me disais pas que c'est parce qu'il y a pas d'autres clubs. Honnêtement, je ne savais pas non plus. Encore, entre guillemets, à notre époque, il y avait pas beaucoup de clubs filles. Alors, j'imagine pas avant. Avant, ça devrait vraiment être galère, mais en tout cas, c'est l'époque de leur boulot. Exactement. En tout cas, maintenant, il faut quand même le souligner que c'est en pleine évolution. Donc, c'est quelque chose aussi qui est bien. Donc, tu arrives à avoir des changements entre le football féminin lorsque toi tu jouais lorsque tu étais petite et le football que des filles nées en 2014 ou l'âge de ma petite sœur en plus. J'ai que 22 ans, mais je pense que quand même j'ai vu une différence. Il est quand même un peu plus médiatisé. Il y a quand même plus
plus de choses qui sont mises en place, il y a plus de développement, donc oui, quand même. Par rapport justement à ce développement, toi, si tu étais, on va imaginer que tu es Mireille, la présidente, je sais pas, c'est toi qui a des décisions sur des choses qui peuvent être mises en place pour le football féminin. Toi, c'est quoi que tu changerais déjà en premier, vraiment en premier lieu? Ah, en premier lieu, la médiatisation. Ah ouais? Ouais. Non, complètement. Le foot, il n'est pas assez médiatisé. Il devrait passer sur autant de chaînes que les garçons. Après oui, c'est pas au niveau des coachs, etc. Parce que je pense que c'est la volonté de tout club. C'est des choses beaucoup plus haut, parce qu'il faut des partenaires, etc. Mais oui, je changerais directement la médiatisation. Dû à cette médiatisation qui est moins importante que les garçons, tu arrives à comprendre du coup que le salaire, il va pas être la même. Ah oui, totalement. Et tu te sens pas dans une situation d'injustice. Ouais. Non. Ok. Plus un produit il est médiatisé, plus il y a de la publicité, plus il prend de la valeur. Donc forcément, si le football féminin était plus médiatisé, plus il aurait pris de la valeur, plus il aurait rapporté des partenaires et plus il y aurait eu plus d'argent. Après, c'est triste aujourd'hui parce qu'il y a une réalité, c'est normal. Les hommes, ils sont beaucoup plus du coup médiatisés, il y a beaucoup plus de partenaires. Et puis, le football avant était même que masculin. Donc forcément, ils ont, je vais même pas dire un temps d'avance, je pense qu'ils ont 4-5 étages d'avance. Mais voilà, en tout cas, moi, juste à mon échelle, je pense que je peux parler, je peux témoigner. Je pense que quand on parle et qu'on témoigne, ça fait quand même réfléchir. Comme tu as du buzz, que tu es quand même beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, on voit que sur la toile, on parle beaucoup de toi parce qu'on est unanime tous sur, en fait, et moi d'ailleurs, la première, t'es très jolie. Merci, toi aussi. Merci. Et est-ce que du coup, toi, ça te dérange le fait qu'on parle plus de tes qualités physiques que quand même de tes qualités athlétiques? Je vais pas dire que ça me dérange, c'est plaisant. Mais forcément, je suis pas que la Mimi belle. Non, hein, moi je suis une vraie passionnée du foot. Je regarde énormément de foot pour les gens qui ne le savent pas. Donc forcément, des fois, je me dis non, genre je suis pas juste une Mireille qu'on voit sur Instagram belle. Non, j'ai passé 6 ans en formation, j'ai travaillé dur, même je courais quand il fallait pas, j'allais faire des footings. Donc j'aimerais que ça soit autant à la même échelle. Mais voilà, je vais travailler parce que ça veut dire que moi aussi, peut-être que je ne monte pas assez ce côté-là, parce que forcément là. Mettre en question ça, déjà, c'est bien. Bien sûr. Peut-être c'est pas forcément que la faute du public, c'est ça? Exactement, et aussi parce que je sais que c'est pas assez médiatisé, donc les gens, pour trouver mes matchs, quoi, c'est très compliqué. Donc c'est quelque chose que je vais y travailler. Que nous, quand même, on est des femmes, on aime quand même se sentir belle. Et est-ce que toi, t'as l'impression, du coup, que ta vie sportive, ça met, on va dire, un frein au fait que tu puisses prendre soin de toi? Parce que j'ai l'impression que du football, on dirait que trop un cliché autour du fait qu'une femme qui fait du foot, c'est un garçon manqué. Une femme qui fait du foot, elle va mettre, je sais pas, elle va au ballon d'or, elle va plus mettre un pantalon qu'une robe, alors qu'on a besoin de mettre des robes. Je pense que je suis l'exemple même. Je suis très, très, très sportive, mais je suis très, très, très féminine. Et ça n'a rien à voir pour moi. Après, encore une fois, je respecte, outre même que le foot ou le sport, chacun est déjà libre de se mettre comme il veut, de se coiffer comme il veut. Mais en tout cas, non, moi, je suis comme ça. Ça me prend pas de temps ou ça ne m'empêche pas de pas me préparer ou quoi, parce que en plus j'ai toute la journée off, et puis j'ai toujours été comme ça. Ma mère qui est très coquette aussi. Non, justement, c'est bien parce que avant d'aller à l'entraînement, il y a des entraînements où vraiment je sais peut-être que ça va être physique. Je vais me dire non, dans tous les cas, je vais trop transpirer, c'est rien, mais sinon la plupart du temps à l'entraînement, je suis en tout cas toujours mignonne, je pense. Après, aujourd'hui, dans le monde auquel je suis, c'est un monde, encore une fois, qui n'est plus que du foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que si je peux dire ça comme ça, mon image, ma beauté peut me servir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu vois, exactement, quand tu vois les joueurs aujourd'hui, je veux dire les noms qui me sortent en tête, Jude Bellingham, aujourd'hui, c'est plus qu'un footballeur. Il y en a qui me suivent, ils en ont rien à faire du foot, juste parce que je suis belle. Il y en a qui suivent Jude Bellingham, ils en ont rien à faire du foot, juste parce qu'il est beau. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que c'est réel, ça peut m'emmener à beaucoup plus haut, et je dirais pas non, tout simplement. Pour être complètement honnête, je pense que le beauty privilège existe totalement. Et aujourd'hui, c'est particulier pour moi parce que je suis dans un domaine sportif. Et moi, je me disais pas qu'il y avait du beauty privilège. non,
En tout cas, aux entraînements, etc., non. Mais en tout cas, tout ce qui est médiatisation, oui. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des campagnes de main pour Nike, forcément, ils vont se pencher sur une personne qui est... Voilà, exactement, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a des critères. Avant, il y avait des critères. Ouais, tu peux pas faire ci parce que voilà. Aujourd'hui, tu peux faire plein de choses parce que t'es jolie. Aujourd'hui, Mm. tu fais des mauvais matchs, mais tu vas pas perdre tout ton public. Il y en a, ils vont rester parce que juste ils te trouvent belle. Hein. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que au moins tu sais que voilà, tu peux un peu te pencher sur un truc parce que c'est un plus en fait. C'est un plus. Tu sais que bon, j'ai peut-être fait un mauvais match, mais je suis là. Du coup, justement, comme tu dis que tu es beaucoup suivi sur Instagram par rapport à ta beauté, etc. Moi, par exemple, si je vais chercher sur Internet des vidéos, des interviews plutôt de toi, Mhm. ou je sais pas, des moments où tu as pu parler, je vais pas forcément beaucoup en trouver. Et dans ta story Instagram, on va pas forcément beaucoup te voir parler. Donc, est-ce que tu Exactement. penses que le fait d'être comme ça, comme je t'ai dit, est-ce que tu penses que le public se sent proche de toi? Jusqu'à aujourd'hui, j'en en avais pas donné parce que tout simplement, j'étais pas prête. Il se passait beaucoup trop de choses, ça allait beaucoup trop vite. Encore une fois, j'étais pas. Je voulais juste être focus moi-même d'abord sur tout ce qui se passe. Et donc, tu seras la première interview qui sera postée. Merci des camarades. Et exactement. Il le faut tous à venir. Exactement. Donc voilà, je sais aujourd'hui que faut que je parle plus parce que voilà, comme tu as dit sur Instagram, on me voit juste poster des trucs, quelques vidéos, mais on m'entend pas parler comme ça. Donc forcément, ça permet d'être plus proche de ma communauté, des personnes, et c'est une bonne chose. Et est-ce que par rapport du coup au pays, donc au Cameroun, est-ce que tu penses que tu es proche du peuple camerounais? Proche, je pense pas. Je pense pas autant parce que, comme je t'ai dit, j'ai vécu quelques années au Cameroun, étant très petite. Je suis pas encore assez proche d'eux, mais déjà, je les remercie énormément pour leur soutien parce que c'est incroyable. Mais voilà, j'essaierai d'être un peu plus proche d'eux avec déjà des interviews, avec ma vidéo YouTube qui arrive, mon compte YouTube d'ailleurs, c'est un petit Regardez. c'est un petit plus que je dis. Voilà, j'ai créé une chaîne YouTube, donc on pourra me voir un peu plus en off, un peu plus dans les coulisses, on pourra me voir un peu plus qui je suis, et voilà. Si par exemple un jour tu vas au Cameroun, est-ce que tu penses que toi, lorsque tu marches dans la rue, on te reconnaît? Ah mais totalement. Ah oui? Totalement. Non, avec toute humilité, bien sûr, ça arrive. Je suis même très surprise de voir que des gens, je suis un peu leur idole, mais les gars, je suis comme vous. Enfin, il y a rien, mais c'est super flatteur. Mais oui, on me reconnaît de plus en plus en France. Moi-même, je pensais pas que j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient autant en France, donc même des mamans. Mm. Je suis en mode pourquoi? Mais non, mais c'est super flattant. C'est super flattant et encore une fois, c'est un plus. Ok. Donc comme il y a, là maintenant, il y a ton public qui est en train de te regarder. Est-ce que tu as envie de leur passer, du coup, leur faire passer un petit message, faire un petit mot, des choses que tu aurais aimé dire peut-être avant, mais que tu n'avais pas l'occasion de le dire maintenant? En tout cas, l'équipe nationale, on va commencer par ça. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je vais continuer à bosser pour être appelée en sélection parce que les gens, voilà, ils me voient belle, voilà, ils voient sur mon Instagram, je suis en talent, etc. Mais voilà, je suis vraiment une footballeuse passionnée. Donc voilà, cette année, je vais bosser 2 fois plus sportivement. Et voilà, encore une fois, comme j'ai dit, il y a une chaîne YouTube où je pourrais être comme je suis tous les jours et vous pourrez voir la vraie Mimi que je suis. Je pense que c'est important parce que juste me voir sur des photos et quelques vidéos, c'est pas assez. Et pour augmenter aussi un public, pour amener des gens à me suivre, parce que je suis différente, entre guillemets. C'est pas tous les jours qu'on voit une footballeuse comme moi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. La chorale, s'il vous plaît.